Allez, bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de 100% janvier avec Claude Janvier uniquement aujourd'hui. Voilà, on reprend le chemin de notre petit duo terrifique. Le 100% janvier, cette fois-ci, vraiment à 100%. Mais de toute Et voilà, façon, tu sais, Alexis, c'est pas dérangeant quand il y a quelqu'un, hein, ça dépend qui, évidemment. absolument pas. Et Voilà, tant que c'est voilà. des amis, c'est jamais dérangeant. Alors, avant qu'on lance cette émission, vous l'avez vu, Xavier Moreau vous l'a dit dans le petit générique d'introduction, c'est très important. Vous le voyez, il y a une censure absolument dantesque sur YouTube, en France d'une manière générale et en Europe d'ailleurs. Mais YouTube, en tant que bon exécutant, n'hésite pas à invisibiliser les comptes qui ne lui plaisent pas. En tout cas, ceux qui ne sont pas dans la bien-pensance du gouvernement. Donc, il n'y a qu'une seule solution contre ça. Il n'y a qu'une seule solution, c'est l'unité. L'unité. Et l'unité, c'est votre soutien. Il n'y a que ça qui peut nous aider. Donc, vous le voyez au-dessus de la petite vignette, c'est en rouge. Faites un j'aime à cette vidéo si vous avez envie de soutenir Claude et Divergence Politique. Abonnez-vous, bien entendu, à Divergence Politique. C'est important. Activez la cloche. 3 actions qui prennent 10 secondes à réaliser, c'est 100% gratuit. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problématique à réaliser ça. Puis, si vous avez envie de nous soutenir, vous le voyez, bien entendu, nous sommes un canal de militants qui faisons avec nos petits moyens, nos tout petits moyens, sans l'aide de personne, avec une seule aide, je devrais dire, la vôtre. Il n'y a que vous qui nous aidez à continuer. Et donc, vous le voyez, il y a un petit QR code à côté du j'aime, de l'abonnement à la chaîne et des cloches. Avec votre téléphone, vous scannez, donc vous vous mettez en mode photo et vous scannez le QR code. Et ça vous permettra de nous faire un don en direct. Voilà, c'est très simple, encore une fois. Ça prend 30 secondes. Et c'est très important pour nous parce que c'est la seule chose qui puisse nous permettre de continuer à faire ces programmes. Et comme le dit mon mug, mec, divergence great again. Donc voilà, donc aidez-nous à continuer à rester à l'antenne, à faire des programmes qui, je l'espère, vous plaisent en nous soutenant. Voilà, un petit don, c'est très simple et ça nous permet de continuer véritablement. Claude, aujourd'hui, dans ce 13e épisode, oh là là, je ne sais pas si ça porte bonheur ou malheur. En tout cas, Je suis pas superstitieux. Je ne suis moi pas non sûr. plus, donc on va le faire, ce 13e épisode. Tu as souhaité nous parler de l'affaire Epstein, un homme sous influence, mais de qui? Alors, vous le voyez dans le titre, on a noté Rockefeller, de Rothschild, Maxwell, Ehud Barak, Mossad. Qui est vraiment derrière Epstein? J'en ai même oublié un sur cette vignette, Lexi Wessner, qui a permis voilà, qui a permis Oui, à oui. cette sombre personne qu'est Epstein d'avoir sa première fortune. Voilà. Alors, Oui. Et alors, de toute façon, c'est bien qu'on en parle toujours de cette affaire Epstein parce que, et bien évidemment, il faut quand même continuer à mettre le doigt sur cette ténébreuse affaire, sur cette affaire glauque qui en fait mouille toute une masse de politiciens, de toute cette intelligentsia au sommet politique et jet-setters. Donc c'est bien de toute façon. Et puis petit à petit, quand les fichiers s'ouvrent, parce qu'en fait, on ne sait pas tout, on est loin de tout avoir d'un seul coup. Eh bien, petit à petit, on en découvre effectivement. C'est comme le fil d'Ariane, d'ailleurs, c'est le spectacle de Dieudonné concernant Ariane de Rothschild. On tire le fil d'Ariane et mon Dieu, on en découvre plein. Et alors, effectivement, moi, une chose m'avait interpellé. Je dis, tiens, on parle des Rothschild. Mais curieux, on ne parle pas des Rockefeller. Alors là, j'ai dit quand même, ça va pas. Mais parce qu'en général, ils marchent ensemble, ces deux-là. On parle des Rothschild et des Rockefeller et vice-versa. Eh ben, voilà. Voilà, la lacune est comblée. Fin des années 80. Alors, fin des années 80, Epstein, qui est vraisemblablement à 30 ans, une trentaine d'années, hein, parce qu'en fait, il a à peu près 30 ou 35 ans. Et on apprend, grâce aux fichiers, mais faut gratouiller un peu, que David Rockefeller, que je n'ai pas présenté, a personnellement nommé Epstein à l'époque au conseil d'administration de l'université Rockefeller. Oh, ah ben alors ça,
au conseil d'ailleurs de cette université Rockefeller, qui trouve-t-on? Nancy Kissinger. Ah bah ça aussi, ça ne m'a pas laissé indifférent. Après, il y a un dénommé Brock Astor que je ne connais pas, et puis quelques lauréats de prix Nobel. Alors, donc déjà, on s'est dit, pourquoi David Rockefeller a-t-il nommé Jeffrey Epstein, qui était quand même un inconnu, à la tête de son université? On va le découvrir un peu plus tard. Parce qu'en plus, David Rockefeller avait propulsé aussi Jeffrey Epstein, et là, ça devient encore plus intéressant, au sein de la trilatérale. Alors, la trilatérale, amis internautes, si certains d'entre vous ne savent pas trop ce que c'est un club secret discret, hein, on est bien d'accord, fondé par Rockefeller en 1973, très exactement, sur une idée de Brzezinski. Hein. Tout ça, c'est toujours le même magma en fusion, dirons-nous. Et la trilatérale, en fait, ça a été créé donc pour coordonner la politique entre les USA, l'Europe et le Japon, et de pousser effectivement une gouvernance transatlantique. Donc, Rockefeller a propulsé Jeffrey Epstein dans la trilatérale. Alors ça, c'est quand même pas banal. Et on apprend un peu plus tard, aussi, toujours en tirant le fil d'Ariane, que Epstein est devenu membre du CFR, du Council of Foreign Relations, de 1995 à 2009 quand même, et de l'Institute of International Education. Donc en réalité, en conclusion de Rockefeller, pour ce chapitre Rockefeller, en conclusion, Rockefeller a donné à Epstein un passeport institutionnel. C'est clair, c'est vraiment très clair. Il lui a donné les clés d'un passeport institutionnel, ce qui lui a permis d'être en relation avec un bon nombre de politiciens de haut niveau et de jet-setters de haut niveau. Et évidemment, comme c'est un agent du Mossad, avec la CIA derrière, Jeffrey Epstein, et ça a été démontré avec justement ses connexions, et tu en as un peu parlé, Alexis, quand tu as présenté un peu en préambule, je dirais, ses connexions avec Leslie Wexner, ses connexions avec l'ancien ministre donc de la Défense israélienne, etc., etc. Et tout ça avec sous couverture d'une affaire de l'Iran Gate à l'époque, qui était en fait d'acheminer des armes en passant par tout un tas de pays. Mais donc ça, c'était Israël qui acheminait des armes à l'Iran. Non, mais c'est très intéressant. Avec Epstein au milieu, qui regardait un peu, qui faisait le planning un peu des avions, etc., etc. Après, il a récupéré d'ailleurs une partie des avions, ou un ou deux, avec Leslie Wexner d'ailleurs, qui lui est quand même le créateur et le grand big boss de Victoria's Secret, qui est cette fameuse grande boutique de lingerie féminine superstar aux États-Unis, et d'ailleurs qu'on commence à voir à Paris. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Gare Saint-Lazare, tiens, je suis tombé sur une annexe de Victoria's Secret dans le hall de la gare. Je dis tiens, ils Ah, sont là. même. Et ils ne sont même pas qu'à Paris, ils sont même maintenant dans toute la France. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais j'avais pas fait gaffe, tu sais, les lingeries féminines, c'est pas mon truc. Oui. Mais donc, et là, tout d'un coup, effectivement, en ayant planché un peu sur Epstein, donc voilà toutes les connexions du bonhomme. Quant au Rothschild, eh bien, ma foi, on l'a amplement commenté avec notre ami Dieudonné, hein, puisque Ariane de Rothschild a effectivement été très amie avec Epstein et a voulu sa peau à Dieudonné, donc par l'intermédiaire donc d'Epstein, etc., etc. Donc voilà les Rockefeller, effectivement, qui ont vraiment bien propulsé Jeffrey Epstein. Mmh. Leslie Wexner, alors il n'était pas que riche de sa fortune Victoria's Secret. C'est un homme d'affaires qui a réussi dans plein d'autres business. C'est vrai. C'était une personne qui a été au Parti républicain, hein, Oui. accessoirement. Je le glisse comme ça. Hein, je voudrais pas dire plus. C'est quand même, voilà, c'est quand même Leslie Wexner, c'est un mec généreux, c'est un mec sympa quand même, parce qu'il a donné notamment, enfin il n'a pas donné, c'est moi qui exagère, j'exagère beaucoup dans mon propos. Il a vendu pour $1
la fameuse résidence de Manhattan qui a fait tant parler d'Epstein, elle lui appartenait Oui. initialement. Il l'a donné, donc il l'a vendu, pardon. Il l'a vendu pour $1 à Jeffrey Epstein. La demeure est estimée accessoirement à 77 millions de dollars. Donc là, c'est quand même. Il y en a qui gagnent au loto et il y en a qui gagnent au loto. Donc voilà, quand même, je trouve que quand on a des amis comme ça, c'est sympa. Ah oui, comme cadeau d'étrenne ou à Noël, c'est bien, hein, c'est pas Ouais. mal. Hein. Alors, Hein. Claude, je te rassure tout de suite, toi comme moi d'ailleurs, nous ne faisons pas partie de ces cercles, de ces milieux, de ces groupes secrets. Donc, on n'a pas effectivement tout le réseau. Alors ça, c'est important parce que il faut vraiment remettre un petit peu la vignette pour j'irais dézoomer un petit peu tout ce qui est autour de Jeffrey Epstein. Donc Leslie Wexner, qui n'est pas notifié là, Rockefeller, tu viens d'en parler, de Rothschild avec notamment Ariane de Rothschild et puis Elie de Rothschild, le père Elie de Rothschild, pas le fils. Voilà, donc Maxwell qui elle aussi vient du même sérail. Hein, je vais dire ce mot-là, ça m'évitera qu'on se fasse supprimer la chaîne. Et Ehud Barak, qui était comment on appelle ça, le premier ministre israélien, le Mossad forcément derrière, etc. Donc on voit bien effectivement qu'il y a derrière un environnement de personnes qui se mêlent, je dirais, au même univers, qui viennent du même univers qu'on ne va pas citer sur cette chaîne. Vous vous ferez votre propre opinion. Hommes sous influence, soldats zélés, Epstein, ou je dirais soldats téléguidés. Bon, écoute, zélé, il l'était, téléguidé aussi, homme d'influence, oui, il a été placé là, choisi. Alors, je ne sais pas encore, on n'a pas la réponse à la question pourquoi lui? Oui, c'est vrai, pourquoi lui? Pourquoi lui? Ma C'est vrai, foi, pourquoi mais lui? Parce que tu as raison de le rappeler, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement populaire oui, absolument. de la banlieue de New York. Oui, oui. Bon, il fait pas une carrière professionnelle extraordinaire. Il a, là encore une fois, des coups de pouce issus de personnes issues de la même communauté toujours. On le rappelle, l'anecdote professionnelle, il vient de quitter un poste de professeur sur lequel il n'avait pas de diplôme pour rentrer dans la finance. Il fait une première année dans la finance correcte. Elle n'est pas jugée extraordinaire, elle est jugée correcte. Son employeur découvre qu'il a menti lors de son entretien et sur son CV, ce qui aux États-Unis est extrêmement grave. Hein. C'est extrêmement important. C'est un cas de licenciement immédiat dans n'importe quelle entreprise aux États-Unis. Là, son N+1, son chef hiérarchique, qui lui aussi vient donc du même sérail, décide qu'on peut lui laisser une seconde chance. Oui, donc il a été vraiment piloté, protégé, voilà. Pourquoi Ça, lui? Ben, ça serait une bonne. Peut-être qu'on arrivera un peu plus tard à répondre à cette question. Mais tu sais, c'est un peu comme Emmanuel Macron. Pourquoi lui? Pourquoi il a été c'est ça. choisi? Et il y a effectivement là aussi encore une question où nous n'avons pas la réponse vraiment. En tout cas, pour Emmanuel Macron, du point de vue de l'autre côté de nos points de vue, j'allais dire, il n'y a pas d'erreur de casting. Hein. Il a vraiment été bien choisi. Il fait le travail pour lequel il a été propulsé à la tête de l'État. Ça, c'est clair. Ça, on va en parler, notamment, on va le garder un petit peu pour plus tard, Emmanuel Macron. Mais effectivement, tu as raison, on reviendra sur son cas dans cette émission. Il fait un travail exemplaire. Alors, en parlant de travail exemplaire, on va parler de Bernard Arnault, notre illustre milliardaire numéro un français. Ouais. Bernard Arnault, là, vous le voyez sur le titre de l'Humanité, encore une fois, on ne prend pas dans cette émission les vignettes des médias qui nous correspondent. On prend celle du camp ennemi pour vous montrer qu'il n'y a pas que c'est pas des fantasmes ou des illusions d'optique de notre côté. Bernard Arnault, qui redoutait la taxe Zuckman, a donc décidé de commander un nouveau yacht de 143 mètres pour la bagatelle, parce que quand on aime, on ne compte pas, de 550 millions d'euros. Et oui, c'est ça. C'est ça. Donc, pendant que son épouse, là, officie dans les médias mainstream, puisqu'on n'arrête pas de l'entendre depuis quelques jours, elle se pose des questions pour une fois,
moi je connaissais même pas son visage, son épouse, et puis là on la voit, elle sort du bois, entre guillemets, et puis tout d'un coup elle dit, mais où va l'argent de nos impôts? Où va ça? Où cela va? J'aimerais bien savoir, etc., etc. Bon, ma foi, elle est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle arrive pile poil au moment où son époux vient effectivement de s'offrir le plus grand méga yacht du monde, à savoir, tenez-vous bien, amis internautes, 143 mètres de long, une piste d'atterrissage, et le tout. Alors moi, j'ai une erreur. Là, tu as annoncé, Alexis, 550 millions. Moi, j'avais un chiffre de 650 millions. Bon, écoute, à 100 Oh, ça, millions près, c'est à des 100 pouvoirs. millions près, on va pas pinailler. En tout cas, Je te ben, trouve un peu radin, Claude, hein, sur ce coup-là. et voilà. Et de toute façon, c'est un petit extra, entre guillemets. Et il a battu donc Jeff Bezos, qui pour l'instant détenait le record du plus grand super yacht du monde. Alors, il vient de s'offrir aussi Bernard Arnault, parce que concomitamment, allez tiens, je vais faire une petite gâterie, je vais m'acheter le plus grand méga yacht du monde, et puis je vais me faire une autre petite gâterie aussi. Il vient d'acheter pour 44 millions d'euros, ah bah voilà, tu l'affiches effectivement, l'ancien palais en fait d'André Citroën qui est de Javel à Paris. Hmm. Donc c'est pas mal pour un monsieur qui menaçait de délocaliser certaines de ses entreprises parce que soi-disant en France ça ne va pas, il paye trop d'impôts. Bon, moi je trouve qu'effectivement tout d'un coup il en paye, certes, et ces sociétés en payent, certes, mais enfin quand on peut s'offrir le plus grand méga yacht du monde Et et 1500 mètres carrés. voilà, entre autres, hein, parce que je veux dire, j'ai pas la liste entière de tous ces biens et propriétés, mais bon, je vais pas pleurer, je vais pas m'acheter une boîte de Kleenex, voilà. Alors, Non, et puis comme l'article le précise bien, en plus, 1500 mètres carrés, pas dans le coin le moins cher de France, on n'est pas dans la Creuse ou dans ah ben non, le non, moins non, cher, non, hein. Là, on est dans le 16e arrondissement de Paris. oui, Messieurs, oui. dames, accrochez-vous bien. Voilà. Voilà, donc écoute, bah voilà, alors, bon, je pourrais terminer avec une plaisanterie grivoise, mais je vais pas la faire, mais je vais laisser à nos amis internautes de la subodorer. C'est-à-dire que bah, pendant que les grands milliardaires se font un concours du plus grand méga yacht du monde, il y en a d'autres qui essayent de se faire un concours. Enfin, c'est comme s'ils se faisaient le concours de la. Voyez ce que je veux dire, amis internautes. J'arrêterai là-dessus sur le sujet d'Arnaud et de Bezos. Voilà. Ah, allez. Voilà. Alors, on va passer effectivement à un troisième sujet. Là, je ne sais pas si à taille compte, on va parler d'Emmanuel Macron. Alors, Ouais. 2027, pardon, 2032, c'est Ouest France qui soumet la réflexion. Emmanuel Macron peut-il être à nouveau candidat à la présidence de la République? Curieux. Alors, 2032, déjà, la question mériterait de s'interroger. Mais 2027, pourquoi 2027? Alors, il y a plusieurs options. Déjà, effectivement, est-ce que, bon, Emmanuel Macron, on le sait, il ne pourra pas non plus excéder, pour l'instant, 2 mandats présidentiels. C'est-à-dire que 2027, normalement, le locataire actuel de l'Élysée, hop, aura terminé son CDD. Mais, entre-temps, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron qui est quand même tout sauf stupide? On peut ne pas être en accord avec lui, et c'est mon cas, mais il est pas stupide. Il est en train de verrouiller tous les postes en prévision de 2027 et très certainement de 2032. Pour preuve, il vient de nommer Amélie de Montchalin, qui est quand même une de ses fidèles groupies, présidente de la Cour des comptes. Premier point. Deuxième point, il y a eu, il y a peu de temps, une démission curieuse, remarquée, et en celle de François Villeroy de Galhau, qui était président de la Banque de France, et qui a démissionné. Ça, c'est un peu étrange, il ne s'est pas expliqué sur son motif. Donc, qui va y avoir à la tête de la Banque de France? Je ne sais pas encore. Il y a récemment Christine Lagarde qui vient d'annoncer qu'elle était démissionnaire ou qu'elle allait être démissionnaire de son poste de présidente de la BCE. Et là, ça interpelle encore plus. Il vient de nommer Martin Hajdari, à la tête de l'ARCOM, qui est un des fidèles macronistes aussi.
Donc en fait, il est en train de bétonner un certain nombre de postes clés et ce n'est certainement pas fini. En plus, j'ai eu une info il y a quelques jours et je t'en fais profiter, Alexis, ainsi que nos amis internautes. Le think tank de gauche, les GRAC, dont mon ami François Lagarde et moi avons parlé donc dans notre l'état profond numéro 2, qui le finance et pourquoi, l'état profond français. Hein. Les GRAC avaient permis l'ascension d'Emmanuel Macron au pouvoir avant 2017. Depuis, les GRAC étaient un peu en sommeil et là, tout d'un coup, ils viennent de se réveiller. Et là, quand ils se réveillent, c'est là tout d'un coup, je sais pas, j'ai mes narines qui se sont dilatées. Là, je me suis dit, oula, si eux se réveillent, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas encore sur qui ils vont porter leur dévolu, mais ils ont annoncé un meeting le 11 avril, donc ce n'est pas dans longtemps, Alors, et on saura peut-être quelle est la personne qu'ils ont envie de propulser, et alors, passerait le alors. nom de Christine Lagarde aussi. Ah bah voilà, donc on y arrive. Je pensais que j'allais faire le malin Et non, et non, et non. en Je le t'annonçant un truc, sais, mais je voilà, le savais, voilà, je le savais. tel un bon agent secret que tu es, tu avais déjà piraté mon téléphone et mes moyens de communication. Alors Ah j'aurais pu dire, bah écoute, attention, moi si je commence à... Alors, à bon, fureter. ça Je c'est te une... le dis, moi je te le dis, ce qui se dit Vas-y, en vas-y, non vas-y. officiel dans le microcosme politique avec lesquels j'ai encore des contacts, il se murmurerait qu'à l'issue, donc tu vois, le 11 avril correspond parfaitement. Je n'étais pas au courant de la date, comme quoi finalement tout se recoupe. Il se murmurerait qu'à l'issue des municipales, Macron mettrait en avant fortement notre ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde. Voilà. Allez, tiens donc. Et oui, et oui, et oui. Donc, affaire à suivre. Et puis alors, une dernière possibilité quand même, c'est que en ce moment, la guerre, malheureusement, en russo-otanienne via l'Ukraine n'est pas terminée. Mm. Malheureusement, avec les trublions de l'Europe et de Zelensky, elle risque de ne pas se terminer non plus. Et le problème, c'est qu'en 2027, le président de la Lituanie va prendre les rênes de l'Europe, puisque vous Mm. savez, c'est par pays en ce moment, ça doit être Giorgia Meloni, je crois, Mm. donc l'Italie qui préside. Et le président lituanien a fait savoir que dès qu'il serait à ce poste-là, il ferait tout pour que l'Ukraine soit adhérente à l'UE, c'est-à-dire fasse partie intégrante de l'UE. Ce qui veut dire que si les accords de paix ne sont pas signés en 2026, en 2027, nous risquons de voir arriver que l'Ukraine adhère à l'UE. Et si l'Ukraine fait partie de l'UE, donc de facto fera partie aussi de l'OTAN quelques mois plus tard, alors déjà que les pays de l'UE aident beaucoup financièrement et militairement l'Ukraine, alors à partir du moment où l'Ukraine va adhérer à l'UE, alors là, Mm. ça va Ce être sera open bar. open bar. Alors, je peux aussi invoquer Emmanuel Macron, et j'en reviens et j'en vais en terminer là-dessus. Que peut invoquer Emmanuel Macron si les choses se gâtent? Il peut toujours invoquer l'article 16 et faire comme son copain Zelensky, se maintenir au pouvoir illégitimement jusqu'à temps que l'état d'urgence soit résorbé. Et ce qui m'inquiète, et c'est le dernier point là-dessus, ce qui m'inquiète, c'est que Emmanuel Macron et Keir Starmer, et on le sait par des dépêches de la Fédération de Russie, pensent très sérieusement à offrir à Zelensky des ogives nucléaires. Mm. Alors ça, effectivement, ça a été démenti, notamment par notre ministre de la Défense. J'ai oublié son nom à cette charmante dame. Je ne Ah, sais ça a plus été comment elle s'appelle. démenti? Ça a Ah, été ça a été démenti? démenti quand même. Ça a été démenti. Donc bon, on va considérer que ça a Ah, été démenti d'accord. le jour même. Donc pour Alors, l'instant, c'est curieux parce que ça circule toujours. Bon, écoute, ok. Ouais, tant mieux, hein.
Tant mieux parce Oui, ça a que été démenti de mémoire sur LCI, forcément, la chaîne de oui, collaboration numéro 1. Ça a été démenti le soir même de la déclaration du président Vladimir Poutine. Bon, voilà, on va suivre en tout cas à suivre. les projets sinistres du président Macron. Changeons de thème. Tu as souhaité que l'on parle de ça, un repas de Ah, cantine. Alors, magnifique, on vous l'a mis en photo, il est magnifique. Alors, magnifique. pour 7 euros, vous avez droit, j'ai pas trop compris ce que c'était. Alors, il y a des Bah quartiers de écoute, pommes, il y a un carte. demi-bout de pain, ou je sais pas trop ce que c'est. Non, une demi, tu sais, c'est maintenant, c'est genre des pavés de céréales, légumes, Ah, il y en d'accord. a une Voilà. demi. Il y a un peu de chou et il doit y avoir aussi une petite ration de lentilles qui ne figure pas sur le plateau. Et Bon, en fait, c'est beaucoup de Michel beurre, quoi. Saran, et c'est Michel Saran, un chef étoilé à Toulouse, qui Mmh. a lancé le pavé dans la mare et qui a dit, attendez, parce que je crois que j'ai pas bien suivi, c'est un membre de sa famille qui a sa petite fille à la mairie, enfin dans une école de la mairie du 18e arrondissement de Paris, et qui paye donc 7 euros le déjeuner. Et là, honnêtement, 7 euros le plateau repas servi sur un plateau en inox, plus moche que ça, tu meurs. Euh, Là, alors là, pour le coup, franchement, Michel Saran a piqué un coup de gueule, et il a raison. Et alors, ce qui est étonnant, c'est quand même fou quand même, quand les élus ou les technocrates ont envie d'avoir raison, c'est que quand même ce plateau immonde a été défendu par des élus de la mairie du 18e de Paris en disant oh, non, 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 tout va bien, il y a une nutritionniste qui a élaboré le repas. Oh, tu vois la tête du plateau. Moi, je sais pas, j'ai été demi-pensionnaire quand j'étais môme et quand j'étais au collège et tout ça, jamais, mais jamais j'ai eu un plateau comme ça. Je pense qu'on aurait eu un plateau comme ça, les gamins. À l'époque, on aurait fait valdinguer le plateau dans le réfectoire, on Je pense aurait que ça collé le aurait plateau au pu. mur. Non, mais sans déconner, quoi. Tu te dis, non, Moi, pour ce prix-là, Claude, je garde tout, hein. Je garde des fourchettes, je garde le verre, je garde le plateau. Pour ouais, 7 enfin, euros, plateau, les 3 quartiers de pommes. le plateau, le plateau, tu peux le compresser, en faire un César aussi, puis le vendre après. Voilà, c'était le plateau à 7 euros Voilà. pour ma fille ou pour mon fils. Ah, quand Alors, même. rappelez-vous bien, chers amis concitoyens, qu'il n'y a pas d'argent, effectivement, pour nourrir nos enfants, mais par contre, il y a toujours de l'argent qui traîne pour notre camarade ukrainien, voilà, sous Oui, emprise aussi. oui, Voilà. oui. Donc, ça, il n'y a pas de problème, hein. Il y a des milliards pour l'Ukraine, mais par contre, pour les enfants, bah, écoutez, c'est 7 euros, 3 quartiers de pommes et une espèce de demi-truc qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et vous plaignez pas surtout. Alors, ceci dit, pour finir cette émission, c'est pas la dernière chose rigolote que tu as voulu nous afficher. Alors là, tu sais, c'est pas la blague de qu'est-ce que tu préfères, une jambe en bois ou un bras en mousse. C'est une jambe ou un bras cassé. C'est entre 60 et 70 000 euros, d'après l'Institut Montaigne, qui plaide pour responsabiliser les citoyens face aux coûts masqués des services publics. Oui, non, mais alors ça, effectivement, ça m'a attiré l'œil. Bah, tu penses bien que ça allait m'attirer l'œil. 70 000 balles, une jambe cassée. Oh, je me suis dit, et puis en plus, il faut responsabiliser les citoyens. Et qui est les Mm. citoyens? Je veux dire, si tu te pètes une jambe, c'est pas toi qui. Alors attends, quand tu creuses un peu l'histoire, tu te dis quand même, 70 000 euros, une jambe cassée, facturée à la sécurité sociale. Mm. Mais qui s'en met plein les poches? Ça, c'est Mm. la première Oui, parce question. que Parce que, j'allais te dire, Claude, une scie chez Bricorama, c'est moins de 30 euros, hein. Donc, voilà, exactement. Et puis tu te dis, attends, blague à part, une jambe cassée ou un bras cassé, c'est, allez, deux radios pour constater vraiment les dégâts, un plâtre, en général, pourri, souvent hein, pourri, mais oui. voilà, et deux radios, une ou deux radios à la sortie pour constater que tout va bien ou que tout va pas bien. Mais bon, en gros, c'est ça, une jambe cassée ou un bras cassé. Et c'est facturé 70 000 euros. Ah ouais?
quand même, alors là, faut quand même pas pousser. C'est certainement pas pour payer un interne qui œuvre aux urgences, qui lui touche 1 400 € par mois. Ça, c'est sûr, ça va pas dans sa poche. Donc la bonne question, c'est ça va dans les poches de qui? Et après, l'État se dit, oh ben mon Dieu, il y a un déficit de la sécurité sociale. Tu Ah bah il peut m'étonnes. y avoir un déficit de la sécurité sociale. Puis il y a vu le nombre de jambes cassées et de bras cassés, quand même, à 70 000 € le bras ou la jambe cassée, quand on le multiplie par 1000 ou des dizaines de milliers, ah oui, ça commence à faire très lourd. Et là, tu te dis, on marche sur la tête, hein. Mais vraiment, on marche sur la tête. Ouais. Moi, je plains surtout le père de famille qui a mis son enfant avec son plateau repas à 7 euros et qui, en plus, dans un cœur de récréation, s'est cassé la Le, jambe ou le bras et qui, du coup, va devoir payer 70 000 et 7 euros pour sa journée. Enfin, il ne paiera pas, c'est la sécurité sociale. Mais ceci non, dit, mais tu as raison, c'est. c'est complètement absurde. Je ne comprends même pas, en fait, qu'on fasse croire aux Français. On a tous eu ici, un jour dans sa vie, un bras ou une jambe cassée. Ah non, Heureusement j'ai pas qu'on eu n'a pas. ça, moi. J'ai jamais eu, moi. Mais voilà, Bon, mais t'as pas fait beaucoup de je suis sport, passé au alors. travers. Je suis peut-être un des rares à être passé au travers. Et je touche du bois que ça continue. Bon, bah, en tout cas, j'espère que si ça t'arrive, ben, ça coûtera un peu moins cher à Non, notre mais sécurité sociale. Mais tu as raison, on est dans le pays du non-sens actuellement. On est dans le pays c'est un du non-sens. pays. Non, mais on est dans un non-sens total. On frise les 15 800 000 pauvres dans notre beau pays en France. Et on en est à de la gabegie comme ça. Et on en est. Il y en a certains qui s'en mettent plein les poches et ça continue. Ah, mais Hmm. c'est une république bananière, mais de plus en plus bananière, hein. Hmm. Je suis d'accord avec toi, Claude. On se retrouvera la semaine prochaine pour un 14e numéro de 100% janvier. Finalement, ce 13e épisode s'est très bien passé. Hein, personne, on n'a pas eu de chat noir. Voilà, on a fait une émission qui, j'espère, vous a plu. Alors, si ça vous a plu, bah, je le redis encore une fois, faites un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche, ça prend 10 secondes, 15 secondes peut-être grand maximum pour faire ces 3 actions et c'est gratuit et ça permet de contourner cette tentative de bannissement ou d'isolement, en tout cas des médias non mainstream que nous sommes, que sont Égalité et Réconciliation, que sont GPTV, que sont TV Liberté, que sont voilà, faites la même mécanique sur toutes les chaînes de tous les canaux que vous aimez suivre. C'est important pour nous tous, voilà, et ça vous engage économiquement à rien. Et puis si vous voulez justement nous soutenir, eh bien vous le voyez à côté, il y a un petit QR code. Vous prenez votre téléphone, vous activez l'appareil photo, vous scannez donc ce QR code et puis vous nous faites un don, ce qui nous permettra de continuer cette belle aventure qu'est divergencepolitique.fr. Je vous rappelle que Divergence, nous n'avons pas le moindre soutien autre que vos dons. Donc c'est capital. Si vous aimez écouter les émissions avec Xavier Moreau, avec Fabrice Orlin, avec Nicolas Mirkovic, avec Claude Janvier, avec Alain Soral, si vous aimez nous suivre, eh bien continuez, soutenez-nous s'il vous plaît. Faites un don, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros en fonction de vos capacités. C'est important. C'est l'union qui nous permettra de continuer d'exister. Claude, bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Alexis.